Donc, à mon tour de remercier les organisateurs de l'AMCAR donc de m'avoir invité, et en particulier donc le professeur Shraibi qui m'avait contacté pour parler de la néphroprotection chez l'hypertendu. Et je saisis l'occasion de manifester évidemment toute ma tristesse pour le décès de notre confrère, Monsieur le Maltaïef Fouad. Donc, toutes mes condoléances à sa famille et à la famille de cardiologues. Donc, pardon. Alors, malheureusement, j'ai beaucoup apprécié la présentation précédente. Moi, je n'ai pas fait de cas clinique et je vais dérouler ma présentation comme suit. Je vais parler un peu d'épidémiologie, mais rapidement pour poser un petit peu le problème. J'ai choisi aussi de parler des définitions et des mesures de la pression parce que c'est sujet à débat quelques années. Le lien de causalité entre l'hypertension et les maladies rénales. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, on t'entend très bien. D'accord. L'importance du contrôle de l'hypertension dans la maladie rénale chronique, et on va voir quelles sont les cibles tensionnelles à atteindre pour protéger le rein hypertendu, les objectifs thérapeutiques, donc à quelle cible de pression artérielle et quels médicaments, les moyens et puis les pistes nouvelles. Donc pour poser le problème de l'hypertension artérielle et de son impact sur le rein chez nous, donc il y a eu l'étude Maremar qui est une étude de prévalence des facteurs de risque de maladie rénale qui avait été faite sur un échantillon représentatif de la population marocaine, et on avait trouvé que la prévalence de l'hypertension était de 16,7%, bien en deçà d'une autre étude qui tournait autour de 30%. Il faut dire que dans cette étude, l'hypertension était mesurée de façon standardisée. Et parmi, toujours dans cette étude, les étiologies de la maladie rénale chronique, on voit que l'hypertension artérielle représente à peu près le tiers. Et quand on prend l'insuffisance rénale chronique terminale en particulier, sur les cas prévalents, l'hypertension artérielle représente 14% et sur les cas incidents, 11%. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de néphropathie indéterminée et que peut-être l'hypertension y joue un rôle important. Et si on voit le poids de cette ALD, qui est l'insuffisance rénale chronique et qui ne représente que 4% des ALD, ben vous voyez que ça représente plus du quart du financement de l'AMO en 2016 avec près de 966 millions de dirhams. Donc, tout ça, ça indique qu'il faut une prise en charge précoce des facteurs de risque rénaux et en particulier de l'hypertension artérielle. Prise en charge aussi de l'insuffisance rénale modérée, elles sont souvent hypertensives pour essayer d'éradiquer ce fléau, ce fardeau de santé publique. Alors, l'hypertension artérielle et le rein, ça c'est un sujet vieux comme le monde qui a été souvent débattu. Est-ce que donc la maladie rénale est pourvoyeuse d'hypertension artérielle? On le sait du part des mécanismes que vous connaissez, la vasoconstriction par la stimulation du système rénine-angiotensine, la stimulation du système nerveux sympathique, la rétention hydrosodée et la dysfonction endothéliale. Et inversement, l'hypertension artérielle a été tenue pour responsable au vu des données épidémiologiques. Vous avez ici la grande cohorte nord-californienne qui avait intégré plus de 30 000 patients. Et vous voyez qu'en dessous d'un seuil de 120, cette fréquence ou cette incidence augmente avec l'augmentation de la pression artérielle. Seulement, l'incidence reste relativement faible d'hypertension, l'incidence de l'insuffisance rénale chronique due à l'hypertension reste relativement faible. Elle est 10 à 100 fois moins inférieure que les maladies cardiovasculaires. Et c'est pour ça, en fait, que nous n'avons pas d'études contrôlées randomisées qui vont tester l'effet d'une baisse de la pression artérielle sur la préservation de la fonction rénale. Et toutes les études que nous allons avoir, en fait, ça va être sur des patients qui ont déjà une insuffisance rénale ou des diabétiques chez qui le risque de progression est plus important. Alors, bon, je vous ai mis ça rapidement, c'est juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'études de randomisation mendélienne. Ce sont des études qui, au lieu de randomiser en fonction d'un critère clinique, vont randomiser en fonction d'un variant génétique et elles sont beaucoup plus précises pour établir le lien de causalité. Et dans cette étude-là, elle a bien démontré que la maladie rénale chronique est pourvoyeuse, mais qu'au contraire, inversement, l'hypertension, en tout cas dans ces stades légers à modérés, n'est pas une cause de maladie rénale. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lésion rénale associée
à l'hypertension artérielle. Donc, on parle de lésions associées, on détermine sous le terme de néphroangiosclérose toutes les lésions associées à l'hypertension artérielle, et c'est un grand fourre-tout dans lequel on va mettre donc les lésions liées au vieillissement, l'hypertension, maladies ischémiques, et qui vont se présenter sous cette forme avec au niveau de l'artériole afférente une diminution du flux parce qu'il va y avoir une augmentation, enfin, des dépôts sous-endothéliaux et une prolifération des cellules myoépithéliales, et vous allez avoir une ischémie du glomérule. Je vous ai mis cette plaque, c'est juste pour attirer votre attention sur une entité qui n'est pas très nouvelle, mais qui date depuis quelques années, sur une maladie vasculaire primitive qui ne s'accompagne pas tout de suite d'hypertension, mais qui va, c'est des malades qui la développent par la suite. Ce sont les néphropathies hypertensives primitives qui sont associées à des variants, et en particulier le variant ApoL1, mais pas que, il y en a d'autres, et qui vont se présenter comme ça sous forme d'une glomérulosclérose avec un glomérule qui est complètement solidifié. Ce sont des formes qui peuvent se présenter sous la forme d'une néphropathie hypertensive, mais qui ont un pronostic totalement différent et sur lesquels les traitements dont on va parler n'ont pas vraiment d'effet, qui évoluent vers l'insuffisance rénale chronique de façon inexorable. Il faut y penser chez les patients d'ascendance africaine. Donc, l'hypertension, pour résumer un petit peu ce que j'ai dit, l'hypertension et l'insuffisance rénale sont interdépendantes et présentent des défis de santé mondiaux. La maladie, l'hypertension se complique fréquemment, la maladie rénale est un facteur de progression. Le lien de causalité hypertension est faible en dehors, bien sûr, des hypertensions artérielles sévères, et dans la néphropathie hypertensive chez les sujets à ascendance africaine, il faut penser à la glomérulosclérose avec les variants génétiques. J'ai parlé aussi de la définition de l'hypertension artérielle parce que ça fait débat depuis quelques temps, donc depuis les recommandations américaines qui avaient baissé le seuil à 120 avec la publication d'études SPRINT, et puis les publications européennes qui avaient un petit peu baissé cette ferveur et revenu à des définitions plus conventionnelles, je vais dire, revenir un peu à ce qu'on avait avec le JNC7. Donc, pour ce qui est de l'hypertension artérielle, toutes les recommandations aujourd'hui recommandent de les confirmer par des mesures extramuros, et on insiste aussi beaucoup sur les mesures standardisées parce que ça permet d'avoir des valeurs plus justes, et ces valeurs plus justes sont importantes pour remettre en place les traitements dont on va parler. La mesure au cabinet n'est pas toujours suffisante, c'est ce que je vous ai dit, parce qu'il y a 20-35% d'hypertension artérielle blouse blanche et d'hypertension artérielle masquée. L'hypertension artérielle masquée est fréquente chez l'insuffisant rénal chronique, et là, vous le voyez en bleu, ça augmente en fonction du déclin du débit de filtration glomérulaire. Et cette hypertension masquée, elle est associée en particulier quand on ne baisse pas la pression artérielle nocturne, à de la protéinurie, une baisse du débit de filtration et à une augmentation de la masse du ventricule gauche. Il y a aussi cette histoire de mesurer la pression artérielle non observée en cabinet, qui va probablement être les techniques de mesure d'avenir dans cette méta-analyse. Cette mesure non observée avait été comparée à la MAPA diurne et puis à la technique de routine, et vous voyez qu'elle est pratiquement équivalente à la MAPA diurne. Elle occulte l'effet blouse blanche et elle est meilleure que celle qui est faite en routine. Donc, la pression artérielle, il faut savoir la prendre, c'est un rituel. L'importance de la méthode est à connaître pour analyser la valeur et appliquer donc les cibles dont on va parler. Vous avez vu l'intérêt des mesures en dehors du cabinet, et cette mesure automatisée non observée sera probablement l'avenir dans les cabinets. Donc, pour ce qui est de la néphroprotection, les objectifs, ça va être donc de ralentir, en traitant l'hypertension, ralentir la progression de l'insuffisance rénale chronique et de réduire le risque cardiovasculaire. Donc, quel traitement antihypertenseur, quelle cible, et comment aussi réduire la protéinurie. Donc, parmi les études prospectives qui ont testé des cibles de tension artérielle pour réduire le déclin du débit de filtration, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai choisi deux parce qu'ils avaient un suivi de cohorte. C'est l'étude de MDRD, donc qui avait été menée dans les années 90, qui avait choisi deux cibles tensionnelles, donc 107 qui était l'équivalent de 14,9 et 92 qui était l'équivalent de 125,76.
Et il y avait 840 participants. Ils ont été insuffisants rénaux chroniques, ils ont été scindés en 2 bras. Et la conclusion de l'étude, c'était qu'il n'y avait pas d'intérêt à être dans des pressions artérielles très basses pour protéger le rein chez ces patients insuffisants rénaux chroniques. Maintenant, quand on voyait ceux qui étaient protéinuriques, on constatait que la baisse intensive de la pression artérielle, ça marchait chez les insuffisants rénaux chroniques protéinuriques. Et cet état de fait était donc on le retrouvait 10 ans après. Donc ça marchait plus chez les patients qui étaient protéinuriques. Et de cette étude découle la recommandation de baisser à moins de 125-75 les patients avec une insuffisance rénaux chronique protéinurique au-delà d'1 gramme. L'étude ASK, c'est un peu la même chose. Ça avait été menée dans les années 2000 chez des Afro-Américains, 2 cibles tensionnelles. La cohorte prise globalement, il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas en fait d'intérêt à baisser trop la tension, mais quand on prenait le pool de patients qui étaient protéinuriques, et ici, ce n'était pas des grosses protéinuries, c'était autour du demi-gramme par jour, ça marchait. Donc, 10 ans après, ASK donnait les mêmes résultats. Et quand on poulait toutes ces données dans une méta-analyse, ça c'est la méta-analyse de Lévy, qui a intégré les études avec donc, intensification du contrôle tensionnel sur la progression de la maladie rénale, on voyait qu'il y avait un intérêt à être plus intensif chez les patients qui étaient protéinuriques. Donc, c'est une chose à retenir. Chez les insuffisants rénaux chroniques non protéinuriques, ça ne sert à rien de baisser trop la pression artérielle. Par contre, chez ceux qui sont protéinuriques, il y a un intérêt à la baisser autour de 125-75. Donc, pour ce qui est des autres études, là, je vous ai montré les études dont le critère de jugement primaire était le rein et les études dont les critères de jugement primaire étaient le cœur. Il y a eu SPRINT, publié en 2015, et cette sous-étude de SPRINT qui intégrait les malades avec une insuffisance rénale chronique. Donc, on voulait voir si l'intensification de la pression artérielle chez les insuffisants rénaux de SPRINT, ça avait un intérêt sur le rein ou pas. Alors, sur le cœur et sur les événements cardiovasculaires majeurs, même si ce n'est pas significatif, il y a une baisse de 19%. Sur la mortalité totale, c'est significatif, donc on se rapproche un peu des résultats de SPRINT global. Par contre, sur le rein, ce n'est pas significatif. Donc, baisser trop la tension artérielle chez ce profil de patients au risque cardiovasculaire et insuffisant rénaux chronique, ce n'est pas bénéfique et ce n'est pas délétère non plus. Alors, il y a eu une alerte quand même sur le risque d'insuffisance rénale chronique chez les patients. Donc, dans cette étude qui a poolé les données de ACCORD et de SPRINT, à 3 ans, on voit que la baisse intensive de la pression artérielle, ça peut augmenter le risque incident d'insuffisance rénale chronique, beaucoup plus chez le diabétique que chez les non-diabétiques. Et on pense que les diabétiques sont peut-être plus sensibles aux modifications hémodynamiques dues à ce traitement intensif. Et il faut faire attention, peut-être que ce traitement intensif, on sait que ça augmente un petit peu la créatinine parce que ça réduit la pression dans le capillaire glomérulaire, mais faire attention chez les sujets qui sont diabétiques, qui sont âgés, qui ont une insuffisance rénale chronique avancée parce que ça pourrait éventuellement évoluer vers des formes chroniques et je pense qu'il faut un suivi à long terme pour évaluer ce que ça va donner. Donc, un contrôle strict de la pression artérielle n'est bénéfique sur le déclin du débit de filtration que chez les patients protéinuriques. Et un contrôle agressif a montré un bénéfice cardiovasculaire, mais un risque de dégradation de la fonction rénale, d'autant plus marqué qu'il s'agit d'un diabétique. Donc, sur les cibles tensionnelles pour protéger le rein, on va être à moins de 125-75 quand on est protéinurique. Là, je parle du non-diabétique. À moins de 130-80 lorsqu'on est entre 0,3 et 1 et à moins de 140-90 lorsque l'on est à moins de 0,3. Et les données chez le diabétique ont été un petit peu extrapolées sur ces données-là. Donc, il y a eu des recommandations qui sont sorties en 2020, qui ont été présentées à l'ASN, pas encore publiées, et qui sont largement inspirées de l'étude SPRINT, c'est les recommandations KDIGO. Et vous voyez qu'elles sont de faibles preuves, un grade 2B, qui préconise chez les insuffisants rénaux chroniques de mettre en dessous de 120, en utilisant une mesure standardisée de la pression artérielle, mais de faire attention chez les sujets âgés. Bon, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Alors, il n'y a pas que le débit de filtration, il y a aussi l'albuminurie si vous voulez protéger le rein de vos hypertendus.
la protéinurie ou l'albuminurie a été, il a été montré que c'était un risque cardiovasculaire et un risque de mortalité, un risque de déclin. Et ça fait partie même de la définition de la maladie rénale. Plus vous êtes albuminurique et plus le risque rénal est important. Et c'est ce qui est montré ici dans cette revue sur le risque cardiovasculaire, sur la mortalité toutes causes confondues et sur le risque de progression. Donc, comment faire pour protéger le rein? Il faut réduire la protéinurie. Là, c'est une étude que j'ai trouvée intéressante, une étude italienne chez des diabétiques des diabétiques et des non-diabétiques qui étaient tous sous inhibiteurs du système rénine-angiotensine pour arriver à une cible tensionnelle voulue, mais qui gardaient une protéinurie résiduelle au-delà, qui était très protéinurique autour de 3 grammes. Et chez ces gens-là, on a donné un traitement renforcé qu'on a titré petit à petit. Donc, ça commence pour essayer de les mettre en rémission complète. Donc, c'était d'abord du ramipril avec le régime sans sel, auquel on a rajouté un double blocage, le losartan. Chez nous, le double blocage, ça marche chez les gens qui ont une protéinurie résiduelle importante. Et chez qui on a rajouté du verapamil, qui est un inhibiteur calcique qui a montré un intérêt dans la réduction de la protéinurie. Et vous voyez que quand vous arrivez à réduire la protéinurie chez ces gens-là, eh bien, vous avez un gain en termes de déclin du débit de filtration pour arriver à des déclins qui sont pratiquement physiologiques. Donc, comment on fait pour… donc, il faut réduire la tension, il faut réduire l'albuminurie. Donc, par quels moyens? Ce sont évidemment les bloqueurs du SRA. Donc, comment ça fonctionne? Ça, c'est les néphrologues connaissent bien. Dans les travaux de réduction néphronique, on va avoir un effet de l'angiotensine 2 sur l'artériole efférente avec une vasoconstriction, une augmentation de la pression dans le capillaire et plus de protéinurie. Et si vous levez cette vasoconstriction par l'angiotensine 2, vous améliorez cette pression intraglomérulaire et vous réduisez la protéinurie. Donc, c'est ce qu'on a dans les recommandations européennes. Il faut commencer par une bithérapie fixe aujourd'hui, soit un inhibiteur calcique, soit un inhibiteur du SRA associé à un inhibiteur calcique ou un diurétique en première intention. Et puis, quand ça ne marche pas, au-delà d'1 mois, il faut passer à la trithérapie. Vous voyez que les recommandations européennes sont il y a un peu moins de finesse dans ce qu'il faut cibler pour l'insuffisance rénale. Il n'y a pas de distinction à ce qu'il y a une protéinurie ou pas de protéinurie. Eux, ils ont mis tout le monde à 139 avec une pression diastolique autour de 70-79. Donc, l'IEC, est-ce que ça marche sur la progression d'insuffisance rénale chronique? La réponse, évidemment, oui. Beaucoup d'études l'ont montré. Ça, c'est une sous-analyse de l'étude ASC, parce que dans l'étude ASC, on testait aussi 3 médicaments sur le déclin du débit de filtration. Et on voit que le ramipril, sur les événements rénaux, ça marche mieux que l'amlodipine. Et d'ailleurs, ce bras avait été arrêté précocement. IEC-WARA2, on a tendance à dire que c'est équivalent, mais dans cette étude, dans cette méta-analyse chinoise, qui est une méta-analyse avec une technique bayésienne, c'est-à-dire qu'ils essayaient de voir quel était le traitement, la probabilité du traitement le plus sûr et le plus efficace, il ressortait que les IEC pourraient peut-être faire mieux que les ARA2 sur l'insuffisance rénale, sur la mort cardiovasculaire et la mortalité, toutes causes confondues, et peut-être il suggérait que ça pourrait être le choix dans cette population. Donc, intervenir, oui, mais il faut intervenir précocement, c'est ce que montre cette étude. Donc ça, c'est des diabétiques d'âge moyen 45 ans et 60 ans, qu'on a scindé en 3 groupes. Un groupe avec un DFG encore conservé, un groupe avec un DFG entre 30 et 60 et un groupe avec une insuffisance rénale avancée. Et quand on intervient précocement, on gagne plus d'années sans dialyse. 6 ans à 45 ans, on gagne 6 ans quand on intervient tôt, 5 ans quand on intervient de façon intermédiaire et 1 an quand on intervient tardivement. Les résultats chez les sujets jeunes sont meilleurs que chez les sujets âgés. Donc, quand on veut mettre un inhibiteur du SRA, il vaut mieux le mettre précocement. Lors de la prise, cette étude est intéressante dans le sens où, quand vous prenez le traitement le soir, quand le traitement est mis le soir, c'est-à-dire au coucher, eh bien, dans cette méta-analyse, il a été montré que ça réduisait mieux la pression artérielle, donc ça entraînait un meilleur contrôle tensionnel,
une diminution de la pression artérielle et diurne et nocturne, une augmentation du sommeil et une nette diminution des complications cardiovasculaires. Alors, c'est une question récurrente et on est souvent consulté pour ça, faut-il arrêter les inhibiteurs du SRA en cas d'insuffisance rénale avancée? Là, c'est une étude qui vient d'être publiée en 2020 dans le JASN, qui a inclus près de 10 000 patients avec un DFG inférieur à 30 et chez qui on a stoppé chez près de 1500 personnes les inhibiteurs du SRA sur 6 mois. On les a suivis pendant 5 ans. Et vous allez voir que sur la mortalité, plus 14%, sur les événements cardiovasculaires majeurs, plus 12%. Mais par contre, ça retardait l'échéance de la dialyse dans 8% des cas. Donc après, c'est une discussion risque-bénéfice quand il est nécessaire donc d'arrêter. Quand on se pose la question, faut-il arrêter les inhibiteurs du système rénine-angiotensine? Un petit mot juste sur un antagoniste des récepteurs de minéralocorticoïdes. Donc, on a eu beaucoup d'études avec la spironolactone et les plérénones. Ça, c'est une étude qui vient d'être publiée, la finrénone, pour voir s'il y avait un intérêt sur un critère de jugement primaire qui était le déclin du débit de filtration et enfin de voir si sur le cœur ça marchait. Quand vous l'associez à un inhibiteur du SRA, ça ne donne pas beaucoup d'hyperkaliémie et ça marche aussi bien sur le cœur que sur le rein. Le double blocage, très vite, ça marche. Pas d'intérêt en cardiologie ou dans l'hypertension artérielle essentielle quand les malades sont à haut risque, faiblement protéinuriques, on retient les résultats dont target. Mais ils auraient une place potentielle dans la néphroprotection du patient protéinurique, je crois que je vous l'ai montré tout à l'heure. Les glyphlosines, rapidement, c'est une méta-analyse qui montre qu'en plus de leur effet hypoglycémiant, ils ont un effet intéressant sur la pression artérielle. Ça baisse de façon significative la pression artérielle. Un effet aussi sur l'amélioration du profil lipidique et la perte de poids. Et surtout, il y a eu cette étude qui a été publiée là récemment en 2020, la DAPA insuffisance rénale chronique comme la DAPA-HF. Et ce qui est intéressant, c'est que la dapagliflozine a été donnée chez le diabétique et le non-diabétique à 10 mg versus placebo. Et le critère de jugement principal, c'était un critère composite qui était la baisse de 50% du DFG et les événements cardiovasculaires. Ça marche sur tout et c'est significatif. Ça protège le rein et ça protège le cœur, ça baisse la mortalité. Et peut-être que dans un avenir proche, ces médicaments feront en tout cas probablement partie de la néphroprotection du patient hypertendu. Je terminerai juste par ça parce qu'on a beaucoup de prescriptions d'hypouricémiants chez les hypertendus, qu'ils aient une insuffisance rénale chronique ou une cardiopathie ischémique. Là, les études qui certifient ou qui prouvent avec beaucoup de précision le lien de causalité, c'est la randomisation mendélienne, c'est-à-dire qu'on randomise un patient par rapport à des variants génétiques qui sont impliqués dans le facteur d'exposition. Vous voyez ici que dans la cardiopathie ischémique, quand on prend les études observationnelles, on voit que l'hyperuricémie aurait un impact négatif sur la possible survenue de cardiopathie ischémique. Mais quand vous faites les études en randomisation mendélienne, ça n'a pas d'intérêt. Et la même chose pour l'insuffisance rénale chronique. Donc, je pense que s'il y a aussi quelque chose à retenir, c'est que l'hyperuricémie asymptomatique, il ne faut pas la traiter systématiquement. Il faut peut-être éviter de surrajouter des médicaments qui augmentent l'acide urique. Donc, en pratique, toujours, pour protéger le rein, il faut réduire la pression artérielle. La bithérapie d'emblée, c'est ce que nous avons dans les recommandations. Et je dirais que chez l'insuffisance rénale chronique protéinurique, ce que j'aurais tendance à privilégier, c'est l'association IEC-diurétique, parce que c'est une association synergique sur la protéinurie. Les objectifs tensionnels, je vous les ai montrés. Ne pas baisser en dessous de 120, favoriser la monoprise le soir. Importance d'avoir des traitements qui couvrent l'ensemble d'unités mères, réduire la protéinurie. Le régime peu salé, j'ai une dia qui est à côté, mais ça marche, c'est un médicament. Donc, quand on compare des protocoles à régime salé pauvre ou à régime salé riche, ça réduit la protéinurie, ça réduit la pression artérielle. Les glyphlosines feront probablement partie dans l'avenir des médicaments néphroprotecteurs et ne pas traiter systématiquement l'hyperuricémie asymptomatique. Voilà, j'ai fini. Merci pour votre attention. Merci.